J'aimerais inviter M. Jean-François Laporte, d'Automobile Régent Laporte de Saint-Norbert, président de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, pour le mot de bienvenue. On va vous enchaîner avec un mot de bienvenue. J'aimerais vous remercier de votre présence. Bienvenue tout le monde. J'aimerais aussi remercier M. Bédard, notre mandatant, de s'arrêter chez nous pour cette téléconférence aujourd'hui. Je veux profiter du même moment pour féliciter Mme Francine Thériault, qui recevra l'hommage de la Chambre de commerce dans quelques minutes. Et j'aimerais personnellement remercier notre commanditaire principal de l'événement aujourd'hui, qui est Accès Compétences Dautré. Merci pour votre suivi. J'inviterai M. Steve Piché, vice-président de la Chambre de commerce de Berthier, et Vanessa Sylvestre de Lévis, pour venir faire la présentation. Donc, il est maintenant temps de rendre hommage à une personne qui s'est remarquée par son apport au travail, ses compétences, son dévouement et son implication. Ainsi, la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré rend hommage à une personne à chacune de ses activités régulières. Une soirée spéciale 20 fromages le 11 mai prochain couronnera la personnalité de l'année. Il faut noter que cet hommage est attribué à une personne et non à une entreprise. Car à la Chambre de commerce, nous croyons qu'il y a une grande personne derrière chaque entreprise, organisme ou institution. Donc, bonjour à tous. La Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré est fière de rendre hommage à Mme Francine Thériault, une femme d'affaires passionnée et généreuse. Pour elle, offrir ce qu'il y a de mieux n'est pas un souhait, c'est un devoir. Après des études classiques, collégiales et plusieurs formations spécifiques en comptabilité, en informatique, elle occupe un premier emploi à l'âge de 20 ans en tant que responsable de la paie d'une entreprise de 80 employés. Il faut dire qu'à cette période, faire carrière dans le domaine des services funéraires pour une femme, ce n'est pas commun, même très rare. Toutefois, ayant grandi dans ce milieu en accompagnant ses parents, Mme Thériault n'a jamais cessé d'apporter son aide à l'entreprise familiale durant cette période. L'entreprise Thériault a vu le jour le 12 avril 1960, quand Hildège Thériault, première génération de la famille, acquiert une entreprise de services funéraires établie à Saint-Félix-de-Valois. Aujourd'hui, l'entreprise compte 11 succursales, incluant Berthierville, au service des familles endeuillées. Les résidences F. Thériault est une entreprise funéraire affiliée à la Corporation des thanatologues de Québec. L'entreprise possède un laboratoire de thanatopraxie à la fine pointe de la technologie et est reconnue comme une référence au Québec. F. Thériault est toujours à l'affût des nouveautés pour offrir un service à l'image des nouvelles tendances dans le domaine funéraire. Dans tout le parcours de Mme Francine Thériault, nous retrouvons toujours le mot « famille ». Représentant la troisième génération à la barre des services funéraires F. Thériault Inc., elle et Louis Lamontagne, son conjoint, thanatologue de profession, ont bien su préparer la relève pour leur fils Louis-Simon et Maryse, sa conjointe, tous deux thanatologues diplômés qui représentent la 4e génération, à qui ils ont transmis leur passion et qui aujourd'hui travaillent ardemment à développer l'entreprise familiale F. Thériault Inc. Et qui sait, peut-être que Louis-Olivier et Colin, fils de Louis-Simon et Maryse, représenteront la 5e génération. À ne pas en douter, ce sera au grand plaisir des parents et des grands-parents. Sans conteste, nous affirmons aujourd'hui que Mme Francine Thériault est une grande passionnée. Elle aime faire son travail avec passion. Sa mission pour elle et son équipe, aider les familles avec respect, intégrité et professionnalisme. C'est de cette façon qu'elle a réussi le défi qui s'est présenté à elle quand son père est décédé en 2009 suite à un tragique accident. Depuis, Louis-Simon, Maryse et leur équipe, elle a su faire grandir l'entreprise. Entre autres, précisons parmi leurs réalisations le magnifique complexe funéraire de Berthierville, où vous y retrouvez tous les services modernes dans un décor et une ambiance respectueuse avec un professionnalisme exemplaire. Parlant de professionnalisme, notons qu'en 2012, les services funéraires F. Thériault ont été la 2e entreprise en services funéraires à obtenir la certification professionnalisme certifié, selon les normes du BNQ. Depuis ce temps, seulement 14 entreprises au Québec ont rencontré ces standards. Nous pouvons donc s'enorgueillir d'avoir accès à Berthierville à un tel service dans ces moments où les émotions prennent toute la place. Bien impliquée socialement, elle se dit très heureuse de pouvoir participer aux activités locales et ainsi aider les familles. Elle dit aussi être bien heureuse d'avoir le privilège de travailler avec une équipe formée
et dévoués en qui les familles ont confiance. Votre devise « Pour que le souvenir demeure » prend tout son sens quand on constate toute l'énergie que vous déployez à servir les familles et la façon dont vous avez réussi à transmettre votre passion. Madame Francine Thériault, la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré est fière aujourd'hui de remettre ce trophée hommage à une femme d'affaires passionnée et généreuse. Félicitations. Voilà, félicitations. Est-ce que je pourrais prendre 2 petites minutes pour remercier en particulier la Chambre de commerce de ce grand honneur aujourd'hui? J'ai 2-3 personnes qu'il faudrait quand même que je mentionne. On parlait de famille tantôt. Effectivement, la famille, c'est très important pour moi. Et si ce n'était pas de mon mari, Louis, qui est ici présent, et de mon fils, Louis-Simon, qui, lui, malheureusement, tout le monde le connaît, mais malheureusement, aujourd'hui, il avait une activité professionnelle à l'extérieur, fait qu'il est absent, il s'en excuse. J'aimerais aussi remercier chaleureusement mon équipe professionnelle, dont M. Michel Moreau, qui est ici avec nous aujourd'hui, et surtout la confiance accordée de la part de toutes les familles depuis nombreuses années. Je suis effectivement la 3e génération, Louis-Simon est la 4e, et peut-être que les petits-enfants seront la 5e. Merci beaucoup à tous. On va juste prendre une petite photo, Mme Thériault. Donc, merci. La conférence de ce midi est présentée par Accès Compétences Dautré, une association de développement économique Dautré, représentée par Mme Cathy Dénommé, juste ici. La SADC Dautré-Joliette, représentée par M. Simon Roy. Le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, d'Emploi Québec, est représenté par Mme Sylvie Pétrin. J'inviterai Mme Sylvie Pétrin à venir présenter le conférencier. J'ai bien compris. De loin, ça fonctionne bien. Alors, bonjour à tous. C'est moi qui ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter M. Jean Bédard, qui est président et chef de direction du groupe Sport Scène Incorporé. Qui ne connaît pas Jean Bédard? On l'a vu dans les célèbres publicités de la Cage au Sport ainsi que dans de multiples entrevues concernant le monde des affaires. Mais connaissez-vous vraiment ce bouillant homme d'affaires et surtout connaissez-vous sa vision du monde des affaires? Né à Drummondville en 1963, Jean Bédard est président et chef de la direction du groupe Sport Scène depuis 1995. Depuis le début de sa gouverne, le chiffre d'affaires a pratiquement doublé. Le groupe Sport Scène a développé une expertise non seulement dans le domaine de la restauration, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité tels que la construction, l'aménagement et rénovation de cages sportives, le développement technologique lié à l'expansion du réseau La Cage au Sport, la gestion d'un centre sportif, ainsi que l'organisation d'événements de calibre international. Depuis 2006, le groupe Sport Scène se voit décerner le prestigieux titre de l'une des 50 entreprises les mieux gérées au Canada. Jean Bédard est un homme impliqué qui aime faire bouger les choses. Il est notamment président du conseil d'administration du Conseil des chaînes de restaurants du Québec et fut président du conseil d'administration de l'Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires. En 2005, il fut le président du comité organisateur de la 40e finale des Jeux du Québec, qui a eu lieu à l'hiver 2005 à Saint-Hyacinthe. Et avec la cage brasserie sportive, Jean Bédard supporte les athlètes d'élite via le Club de la médaille d'or et compte parmi son équipe des porte-paroles de renom. On y retrouve Luciane Boutet, Étienne Boulay, Bruno Eppel, Philippe Laroche, Steve Bégin et Alexandre Bilodeau, tous champions dans leur discipline. Pas étonnant qu'il ait intitulé sa conférence d'aujourd'hui « Les affaires, c'est tout un combat ». Mesdames, Messieurs, accueillons chaleureusement M. Jean Bédard. Alors, je vais partir mon temps parce que des fois, je dépasse, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, merci de l'invitation. Toujours le fun de venir parler devant des gens d'affaires. Félicitations à Mme Thériault pour cet honneur-là. Je sais comment que souvent on travaille dans l'ombre avec cœur. On ne s'attend pas nécessairement à avoir des hommages comme ça, mais ça fait quand même toujours plaisir. Puis je suis convaincu que c'est le fun de le partager
avec ses équipes aussi. Moi, ça m'est arrivé, puis sur le coup, on est souvent gêné, mal à l'aise, mais c'est mérité, puis profitez-en, puis faites-en profiter à toute votre organisation. Vous êtes dans un domaine, on a parlé un petit peu tantôt à la table, ce matin, tout le monde sait un peu ce qui s'est passé hier aux îles de la Madeleine. C'est quelque chose de triste. Disons qu'aujourd'hui, c'était une journée difficile. J'avais mes gens ce matin aussi, on faisait le tour, on disait que c'est un printemps qui commence mal. En plus de ça, vous savez, nous, le Canadien de Montréal, on est un peu liés d'union par défaut, et d'avoir un printemps sans Canadiens pour justement changer les idées de ces tragédies-là qui arrivent un peu partout dans les dernières semaines. C'est un peu triste, mais aujourd'hui, je ne suis pas venu là, pour vous faire pleurer. Là. Je suis venu pour vous parler de notre histoire, qui est quand même intéressante. Il y a des slides ici. Je les ai amenés, mais je pense que vous pourrez suivre là-dessus, mais je vais y aller plutôt de mon cru. Pour vous expliquer, en fait, oui, la business, c'est un sport, c'est un combat. Et c'est curieux parce que ça fait quand même assez longtemps là, qu'on m'avait approché pour venir vous parler quand vous étiez en train de faire votre cédule pour la saison. Et je dirais que ma conférence a évolué. J'ai eu des périodes où je donnais beaucoup de conférences. Il y a des périodes, j'en ai donné moins. Je dirais que de ce temps-ci, avec tout ce qu'on a fait depuis 2 ans, ça suscite beaucoup d'intérêt. Et on a changé un petit peu le titre. Vous allez voir quand même, ça demeure un combat, mais changer sa culture sans changer son ADN. C'est un peu le défi qu'on a eu à surmonter, la cage au cours des dernières années. Puis je vais vous faire juste peut-être un petit résumé de ce qu'on est, mais de où ça vient aussi. Souvent, il y en a qui me demandent, bon, la cage, c'est-tu toi qui a parti ça? Ça a commencé en 84. En 84, j'étais à l'université. Je suis vieux, mais pas si vieux que ça. Mais j'étais un des premiers clients qui a eu de la cage. Je me rappelle, j'allais au HEC, puis moi, je suis un gars qui aime le sport. J'aime avoir du plaisir. Je suis un partisan du Canadien, de tout ce qui est sport. Et on étudiait, puis on avait entendu parler qu'il y avait une place qui était ouverte à Montréal, pas loin de l'ancien forum sur la rue Guy, qui s'appelle la Cage au Sport. Et là, c'était un endroit où tu pouvais aller écouter le hockey sur écran géant en prenant une bière avec des amis. Et c'était... quand je suis rentré là-dedans, j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, ils ont fait quelque chose pour moi. T'sais, ils ont pensé à moi. Moi, ça me va, cette place-là, d'aller à l'extérieur. Puis à cette époque-là, on sait que les écrans géants, il n'y en avait pas. C'était la première fois que quelqu'un osait mettre un écran géant dans un établissement, un avion, toutes sortes de bébelles au mur. Et c'est pas moi qui ai pensé à ça. Je voulais juste vous dire que c'est M. Durst, George Durst, qui est un créateur extraordinaire, un gars qui était un peu le roi des discothèques à Montréal à l'époque. Il y avait beaucoup de bars et de restaurants. Puis à un moment donné, il y avait cet endroit-là, le premier, en 84, dans le Vieux-Montréal, qui est une discothèque qui ne marchait plus. Puis là, il essayait de trouver des idées, comment que je pourrais faire pour repartir cette place-là. Et si vous vous souvenez, à l'époque, on était en 83-84. Ceux qui se rappellent bien, c'était en plein milieu de la guerre entre les Canadiens et les Nordiques. C'est-à-dire que les Nordiques étaient rendus bons, puis ils étaient rendus qu'ils battaient quasiment les Canadiens. Fait que les gens étaient très engagés par rapport à tout ça. Puis lui, il a eu l'idée, il ne connaissait absolument rien au hockey. Il n'est jamais allé au Forum de sa vie, il n'est jamais allé au Centre Bell de sa vie, mais il s'est dit, il a vu un besoin. Les gens aiment écouter ça, aiment jaser de ça. Et bon, il dit, je vais partir une place, on va mettre des écrans là-dedans, je vais mettre un avion, puis les gens vont venir voir ça. Et à sa grande surprise, ça a fonctionné rapidement. Il y a eu une autre idée, il était très créatif, M. Durst. À cette époque-là, c'était l'époque où il y a eu les REA. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça. Un moment donné, c'est un régime que le gouvernement avait mis en place pour faciliter l'accès au capital à des entreprises québécoises. Donc, tu pouvais aller comme une compagnie publique assez facilement, puis ce régime-là encourageait les gens à investir dans des REA. Donc, il était une des premières entreprises à aller public. Il avait levé 2 millions de capital à l'époque sous forme de REA, qui lui a permis d'ouvrir 2-3 autres établissements au Québec, à Montréal principalement. Là, ça a pris de l'ampleur, cette affaire-là, parce qu'en fait, tout le monde écoutait le hockey, les Canadiens nordiques, c'était quelque chose de nouveau, d'excitant par rapport à la restauration traditionnelle.
Et il a décidé d'aller de l'avant avec la franchise. Parce que de plus en plus, les gens, moi je viens de Saint-Hyacinthe, les gens allaient à Montréal pour aller écouter le hockey. Donc, il a commencé à vendre des franchises, une à Drummondville en 88. Puis en 89, dans ma ville natale, moi, à cette époque-là, je viens de finir mon cours, je suis CA, j'ai fini mon stage à Montréal, je pars à mon bureau à Saint-Hyacinthe, puis j'ai une gang de chums qui a décidé d'acheter une franchise de la cage. Donc, je dis tabarouette. Puis, tu sais, ils me demandent si je veux embarquer là-dedans, mais ben oui, je vais embarquer là-dedans. J'ai pas d'argent, mais moi, je vais embarquer, tu sais, je veux dire, tu sais, j'ai toujours rêvé d'avoir un restaurant et tout ça. Donc, effectivement, on était 18 à cette époque-là. 18, un notaire, un assureur. On était couverts, un gars de construction. Puis c'était un projet de gang, si on veut, tu sais. Et personne ne connaissait la restauration, mais on s'est dit, on connaît tellement de monde que ça va marcher, cette affaire-là. On est populaire dans la ville et tout ça. Sauf qu'on avait oublié une affaire qui est probablement l'affaire la plus importante, c'est que ça prend quelqu'un pour l'opérer. Et on avait choisi, on ne connaissait pas ça, mais on s'était dit, ce serveur-là, il est tellement populaire à la brasserie que le monde va venir le voir, puis ça va être épouvantable. Mais le problème, c'est que le gars, il n'a jamais géré un restaurant de sa vie. Et une anecdote, c'est qu'à l'ouverture, quand il y a eu l'ouverture, parce qu'effectivement, le monde attendait à ça, à Saint-Hyacinthe, on en avait tellement parlé, qu'il n'a pas rentré. Il n'a pas été capable de rentrer la première journée. Il a fait un burn-out. Il est resté dans le parking, puis il n'a jamais rentré. Fait qu'on s'est ramassés, nous autres, 18 gars, pas personne pour runner le restaurant, puis on en avait fait de la publicité, c'était extraordinaire, puis tout ça. Fait que vous savez un peu, vous doutez un peu ce qui est arrivé. En plus de ça, le franchiseur, qui était la cage, avait aucun... Eux autres aussi, ça allait vite. Ils commençaient à vendre des franchises beaucoup. N'avaient pas l'infrastructure pour nous supporter. C'est-à-dire qu'on était un peu pris, malheureusement, avec cette affaire-là, qui a fait qu'en 6 semaines, les ventes, on a battu des records, on a descendu, là, c'était la descente aux enfers. Puis vous savez, dans un petit milieu, quand ça va bien, tout le monde le dise, mais quand ça va mal, ils le disent encore plus. Fait que ça a été très, très difficile comme départ. Et là, bien, la première chose que j'ai appris dans cette histoire-là, c'est ça prend quelqu'un pour s'occuper. C'est beau avoir des beaux projets, mais ça prend quelqu'un pour opérer puis s'occuper du quotidien. Fait que ce qu'on a fait, puis tu sais, on était chanceux. Moi, à un moment donné, je pensais plus à la cage qu'à mon bureau parce que là, tout le monde me disait que c'était pas mangeable, ça avait pris 2 heures. C'était rendu vraiment, pour tout le monde, vraiment une distraction. C'était tous des gens fiers, des gens qui réussissaient dans leur domaine. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a engagé un gars, à un moment donné, je me souviens, le gars était bien trop qualifié pour s'occuper de la cage, mais moi, ça n'avait pas de prix d'avoir quelqu'un de fort. Tu sais, on se disait, au pire, genre, on en paiera une partie, mais il faut régler cette histoire-là. On était chez un gars très fort, qui était effectivement un peu trop fort pour opérer une cage, mais on lui avait dit, si tu nous replaces ça, on va nous ouvrir une deuxième avec toi, et c'est ça qui s'est passé. Fait que je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais c'était mon premier pas, si on veut, avec la cage. Donc, la cage a 32 ans, en fait. Ça fait quand même assez longtemps. Et c'est un défi pour une marque de rester en vie, de se renouveler. C'est ça le problème souvent, puis je fais souvent l'élaboration de marques qu'on n'aurait jamais pensé qui auraient disparu parce que ça marchait tellement. Tu sais, je pense à distribution consommateur. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça, là, mais quand c'est arrivé, cette affaire-là, c'était extraordinaire. Tu pouvais magasiner chez vous, tu choisissais tes affaires, tranquille, à tête reposée, puis quand tu arrivais, tu cochais ce que tu avais pris, puis tu te donnais ça à bout de la ligne, ça coûtait pas cher. Puis, tu sais, c'était quelque chose, ça marchait en tabarouette, mais il n'y en a plus, ça n'existe plus. Tu sais, pourquoi ça n'existe plus? Il y a quelqu'un qui les a remplacés. Ils ont peut-être, à l'époque, ils comblaient un besoin. Le besoin a évolué. Et forcément, peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui fait ça à la place de distribution consommateur. Ils n'ont pas été capables de se challenger. Et c'est ça, nous autres, un petit peu notre défi dans l'industrie de la restauration, de se renouveler. Nous autres, c'est notre 4e génération de clients qu'on sert en ce moment. Une clientèle qui change beaucoup, qui te force à te renouveler et à te changer. En ce moment, je ne vois pas très bien. En fait, ce qu'on a, là, c'est un peu, ça décrit un petit peu ce qu'on est aujourd'hui, mais essentiellement, on a 55 restaurants
à travers la province. On a à peu près 5 millions de clients concerts à chaque jour. On a investi quand même beaucoup dans les dernières années juste pour maintenir à niveau nos installations. On a 2500 employés. Et des nouvelles statistiques que je ne donnais pas dans mes conférences avant, c'est que là, on est rendu avec 116 000 fans Facebook. On est 6 400 abonnés Twitter. Puis on a 180 000 membres de notre club Cash. Puis ça, bien, c'est un phénomène, là, on rit de ça, mais on n'a pas fini de parler de ça. C'est, en fait, là, nous autres, à l'interne, quand on parle de notre marketing, comment on va dépenser l'année prochaine, comment on va changer notre formule de marketing, bien, tout ça, ça nous force à changer. Au niveau de nos marques, bien, on a la Cage Brasserie Sportive maintenant. Je vous expliquerai tantôt pourquoi on a changé de nom. C'est pas parce qu'on avait le goût, c'est parce qu'il fallait faire quelque chose. On est également détenteur des droits de la chaîne PF Chang's. Ceux qui ont la chance d'aller en Floride, vous connaissez sûrement cette chaîne-là. On a 2 restaurants à Montréal. On a également le complexe Mont-Saint-Hilaire où on a 2 arénas, des terrains de tennis, une cage dedans qu'on opère. On a effectivement notre compagnie de construction. Nous, on aménage et on construit nous-mêmes tous nos établissements. Et on est également impliqué dans la boxe avec Interbox. Et on a une division concession alimentaire qui est de plus en plus en croissance où c'est nous qui faisons toute la restauration pour le stade Saputo. Les stades de baseball à Québec, Trois-Rivières, Ottawa, la Boisbriand pour l'Armada. Et c'est une division qui a tendance à vouloir grandir. On va faire cette année le Rouge et Or à Québec. Et on pense on reste dans le sport, on est capable de faire vivre aux gens qui sont près des événements sportifs notre expérience. Rapidement, moi, je profite toujours des tribunes pour expliquer un peu aux gens quand même l'importance qu'a le secteur de la restauration dans notre quotidien au Québec. Il y a 250 000 personnes, c'est le 2e plus gros employeur au Québec après le gouvernement, l'industrie de la restauration. Il y en a près du 25 % c'est des jeunes de 18 à 25 ans. Je dis toujours, il faut commencer à quelque part. C'est comique. Moi, j'ai commencé dans la restauration à 15 ou 16 ans pour éplucher des patates dans un sous-sol. Je l'ai fait un été, puis je m'étais juré que je ne ferais pas ça à tous les étés, mais ça m'a quand même appris à avoir un chèque de paye, à comprendre comment que le gouvernement nous enlève de l'argent qu'on a gagné. Et il faut que tu commences à quelque part. Puis la restauration, souvent, c'est quelque chose qui peut être bénéfique dans la carrière des gens. On est conscient que souvent, c'est pas tout le monde qui fait carrière chez nous. Il y en a qui ont commencé comme plongeurs, qui sont rendus directeur général. Il y en a d'autres qui sont malheureusement de passage, sont en train d'étudier en droit, sont en train d'étudier en finance, en nutrition et qui sont avec nous pour quelques années, qui nous donnent des bons services et qui continuent. Donc, on dit souvent qu'on a payé, je pense, quand même, ou on a contribué à payer l'éducation de beaucoup de jeunes Québécois au cours des 30 dernières années. Puis ça, bien, c'est souvent les côtés qu'on entend le moins de notre industrie. On parle plus de travail au noir, quand on lit le journal le samedi, d'insalubrité, puis tout ça, quand on parle de restauration. Mais il y a quand même un effet économique important. À chaque jour, il y a beaucoup de monde qui visite ces établissements-là. Puis, ça amène de l'emploi. Ça fait de plus en plus travailler, je pense, le milieu agricole. Il y a une sensibilisation très grande en ce moment sur les achats locaux, d'encourager nos producteurs ici. Donc, j'en profite toujours pour faire un petit peu le point sur l'importance qu'on a quand même notre industrie puis ce qu'on fait. Même si ce n'est pas des jobs sexy, même si on n'est jamais admissible à aucun programme du gouvernement, parce que, tu sais, je veux dire, oui, on veut faciliter l'investissement, on veut faciliter l'emploi, mais non, les secteurs comme la restauration, ce n'est pas des jobs, comment je pourrais dire, valorisantes ou qui consolidantes, mais en fait, c'est quand même des choses qui sont importantes. Maintenant, nous, comme organisation, on est impacté par toutes sortes de choses qu'on contrôle, plus ou moins. Exemple, là, je suis en train de refaire toutes mes reforecasts parce qu'on était sur quand même une belle ride avant les fêtes.
moi, j'étais sûr que les Canadiens, c'était pas, c'était même pas question qu'ils ne soient pas dans les séries, là. Ils étaient premiers de la Ligue, puis c'était juste, ils vont-ils aller loin ou pas loin? C'est la question qu'on se posait, nous autres, avant les fêtes. Puis là, tu te ramasses 2 mois plus tard, la pire équipe de la Ligue, là, pour nous autres, c'est quand même, on ne le contrôle pas, mais ça a quand même un impact sur notre organisation. Ça nous force à être créatifs, puis... comme je dis tout le temps aux gens, quand je suis arrivé, moi, à Cage, en 1995, comme président, M. Durst, c'était un fin renard, il m'avait laissé ça, puis il nous avait vendu ça, moi puis mes partners, puis quelqu'un d'expérience, lui, il pense qu'il avait vendu à temps, parce que quand je suis arrivé, c'est l'année que les expos étaient en course pour aller, pour la première fois dans les séries mondiales. C'était la première fois qu'on avait de l'impact d'un cage sur le baseball, puis moi j'arrive, puis c'est la grève du baseball qui a commencé. Après ça, au mois de janvier, il y a eu la grève au hockey. Puis après ça, au mois d'avril, les Nordiques sont partis. Puis après ça, 5 ans en ligne, le Canadien n'a pas fait les séries. Fait que moi, j'ai comme un peu au début hérité d'un... Tu sais, je suis là, j'étais à Cage. La Cage est là parce qu'il y avait une rivalité canadien-nordique, parce qu'avant, les Canadiens, on ne se posait pas la question s'ils faisaient les séries ou non. On se disait, ils vont-tu gagner ou vont perdre en finale? Tu sais, et là, toute la dynamique autour de nous autres a complètement changé. Et là, bien, ça te force à vouloir te réinventer. Puis pendant cette période-là, quand je suis arrivé, je suis allé jusqu'au point où de dire, tu sais, dans le fond, c'était pertinent dans le temps, mais là, tu sais, pour nous autres, ça a baissé. Veut pas, le Canadien n'était plus dans les séries. Le sport, il n'y avait rien de sexy dans le sport. Et, tu sais, d'aller aussi loin que de dire, bien là, notre affaire, c'est peut-être plus pertinent. Là, on était mélangés, puis on se disait... Bien là, peut-être qu'il y a trop de sport, les femmes, ça fait fuir les femmes, il faudrait faire des soirées tranquilles de jazz. Tu sais, tu cherches, là, tu sais. Puis même, j'étais allé dans une conférence, réinventer son entreprise. C'était comme, qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau avec ça complètement? Et finalement, tu sais, je fais bien des blagues avec ça, mais ce qu'on a fait, c'est vraiment, on est allé au fond des choses, puis on a fait un exercice de positionnement comme on vient de faire. C'est-à-dire que là, 15 ans, l'exercice que je viens de faire depuis 1 an et demi, je l'ai déjà fait. Tout ce qu'on a fait, je l'avais fait. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que oui, la cage, il y a sa place. Les gens, quand ils vont chez vous, ils s'attendent d'avoir du sport, du fun, puis de la bouffe correcte. Et si tu le fais comme il faut, puis si tout ton monde n'est pas mélangé à dire un soir, il fait soirée des dames, l'autre, si tu ne mélanges pas trop le client, tu l'annonces comme il faut, ça devrait fonctionner. Fait que c'est ça qu'on a fait, je dirais, en 98-99. On a repositionné la cage. On s'est dit, la cage, c'est sport, gang, fun. C'est sportif, la gang, le groupe. Même si tu es tout seul, tu rentres dans la gang de la cage. Tu vas au bar, tu es ami avec les employés, tout ça. Sport, gang, fun, puis c'est plaisir. Et on s'est dit, on se positionne comme il faut. Là, il faut aligner nos opérateurs comme il faut. Il faut que notre marketing soit différent. On est une chaîne de restauration qui peut se permettre de faire du marketing complètement différent de nos compétiteurs, qui fait qu'on peut avoir un positionnement différent. Puis on s'était dit, au niveau de la nourriture, on va rester égal au meilleur de notre catégorie. Fait qu'on va se coller sur Mike, Saint-Hubert, puis on ne sera jamais réputé pour de la nourriture différente. Il faut que ça soit fair. Fait qu'on a fait ça. Puis on a eu vraiment une belle ride. Je vous dirais, pendant 7-8 ans, en 2000, 2001, 2002, puis on faisait ça, puis on tapait sur le clou, sport, gang, fun, sport, gang, fun. Puis quand ton positionnement est clair, ton histoire est claire, tout est plus facile. Ton marketing, bien, tu vois tout de suite, bien, c'est pas pertinent, c'est pas sport, gang, fun. Ton staff, il est tout sport, gang, fun. Bien, il n'est pas sport, gang, fun, c'est ennuyant. Tu sais, tout est beaucoup plus facile quand ton positionnement, ta raison d'être est claire. Et à cette époque-là, en fait, on l'avait fait en 98, puis on s'était trompé d'un mot. On l'a refait en 2000, mais on avait dit « sport, gang, relax ». Puis là, on était là, puis relax. Nos pubs étaient relax. Puis là, on était là, c'est pas relax, la cage, c'est le fun, c'est beau, c'est bruyant. Fait que ces 2 ans-là qu'on a perdu avec le mauvais mot de positionnement, bien, ça a fait qu'on était mélangés, ça a fait que le monde, quand on parlait aux clients, il était mélangé par rapport à ce qu'ils s'attendaient de nous. Fait qu'on a fait cet exercice-là en 2000, avec beaucoup de succès. Par contre, tu sais, il y a beaucoup de choses qui changent. Puis nous, bien, on a été impactés beaucoup par les ralentissements des dépenses des consommateurs depuis 2008. Tout le monde le sait, tout le monde le sent. On a eu vraiment une baisse, les gens font beaucoup plus attention. La rentabilité à la baisse, les coûts de denrées ont augmenté beaucoup.
beaucoup de pression sur les coûts de main-d'œuvre, salaire minimum qui augmente. Nous, 32 de nos dépenses, c'est du salaire. Beaucoup d'employés à salaire minimum à pourboire. Donc, quand il y a hausse le salaire minimum, bien, veut pas, nos coûts augmentent. Difficile de refiler la facture aux consommateurs. Depuis 2006, les ventes d'alcool sont en baisse. La loi sur le tabac a impacté beaucoup cette partie-là. Ça sent pas mal meilleur dans nos restaurants que dans le temps, là, mais je me souviens, des fois, j'y allais, je revenais chez nous le soir, un jeudi soir, puis je chantais la cigarette, ça n'existe plus. Là. Mais ça, bien, les gens qui consommaient beaucoup de boissons, bien, ça allait avec la bière, ça a eu un impact général. La loi sur le tabac, l'accès plus facile à la technologie. J'expliquais que, là, 30 ans, on était tout seul, il y avait un écran géant. Les personnes qui pouvaient se permettre ça, puis c'était très coûteux. En plus, avoir accès à des postes satellites. Là, maintenant, tu peux avoir une belle 80 pouces mince comme ça dans le sous-sol avec un cinéma maison pour vivre une expérience extraordinaire. Donc, à cette heure, c'est rendu que tous les restaurants ont des TV dans leur bar. Tu peux écouter le hockey. Donc, ça, l'accès, il n'y a plus de barrière à l'entrée à ce niveau-là. En plus de ça, bien, c'est ça, nos coûts fixes ont augmenté, les taxes. Je ne sais pas s'il y en a qui payent des taxes municipales. Je ne sais pas si c'est un problème dans votre région, là, mais moi, j'ai des bâtisses à Montréal, là, puis je ne sais pas si vous le savez, on n'a pas plus de services qu'on en avait, mais tu ne veux pas tout ce qui se passe au niveau des gouvernements qui mettent de la pression en bas, il faut forcément les municipalités augmenter les coûts. Quand on a une augmentation de taxes de 10 000 par année, on ne peut pas refiler ça nécessairement aux consommateurs. Qu'est-ce qui a changé aussi beaucoup? Puis je veux juste être sûr que je suis dans la même slide que vous autres. Oui, la culture par rapport à la nourriture au Québec a changé énormément au cours des dernières années. Les gens sont informés, éduqués, cuisinent mieux. Il y a un paquet d'émissions. Tu sais, tout le temps, Louis-François qui est avec nous autres, Louis-François Marcotte, à cause des gars de même que tu es obligé de se casser la tête à faire des nouvelles recettes parce que tout le monde écoute vos recettes puis s'attendent à ça. Mais les valeurs nutritives également, les gens veulent savoir ce qu'ils mangent. Plus de choix, les choix santé, moins de sucre, sodium, les gens veulent couper ça. Tout ce qui est allergie, avant, on n'avait pas de problème avec ça. Des gens qui arrivent avec des allergies, des intolérances au gluten, des choses comme ça. Fait que tout ça, nous autres, depuis, je dirais, 2008-2009, ça nous est arrivé un petit peu à gauche puis à droite par la tête. Puis là, tu te dis, bon, c'est temporaire, non, ça va revenir comme avant, soyons patients, revenons à notre jeu de base, tu sais, c'est toutes sortes d'affaires de même. Puis finalement, te rendre compte que tu fais un changement où ça va continuer d'être difficile. Fait qu'ici, bien, la gestion du changement, c'est critique et c'est un peu ça qu'on a fait. C'est-à-dire conquérir le client en lui offrant une offre plus attrayante et plus adaptée à ses goûts actuels tout en lui proposant une ambiance en lien avec ses attentes. Fait que nous, voyez-vous, on a eu notre ancienne approche, on a eu une belle ride avec ça. Là, à un moment donné, il y a une brisure. Si on ne le fait pas, ça va continuer de baisser, comme plusieurs marques ont fait et qui ont disparu du décor au fil des années. Et faut que tu brises si tu veux repartir avec une nouvelle approche pour retrouver la croissance. C'est un peu, là, je dirais, l'élément de base. Il y a une citation que j'aime toujours, qui est un gars de business des États-Unis. Sans changement, il n'y a pas d'innovation, de créativité ou d'incitation à s'améliorer. Ceux qui initient le changement auront une meilleure possibilité de gérer ce qui est inévitable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tu réalises qu'il y a du changement, puis il faut que tu poses des gestes. Sinon, il peut être trop tard. Fait que nous, ce qu'on a fait, rapidement, je vais vous expliquer comment était structurée l'industrie de la restauration. Vous avez en bleu, avant, on définissait la restauration en 3 blocs. Il y avait ça, le fine dining, la cuisine fine, là, le toqué, tous les restaurants de haute cuisine. Après ça, il y avait le casual dining, qu'on appelle en anglais la restauration familiale, ou Saint-Hubert, Scores, Boston Pizza, nous autres. Puis après ça, en bas, il y a le fast-food, le McDo, Burger King, Subway. Ça, c'était, v'là 5 ans ou 10 ans, on catégorisait ça en 3. Tu étais soit dans le haut, c'était soit dans le milieu, soit dans le bas. Là, avec tout ce qui est arrivé au niveau de la nourriture, de la culture, il y a comme 2 sous-segments qui sont apparus. Ce qu'on appelle le prime casual et le fast casual. C'est-à-dire que le fast casual, c'est tu manges rapidement, mais bien. Exemple, Saint-Hubert Express, c'est-à-dire Saint-Hubert, c'est plus rapide qu'un Saint-Hubert à salle à manger, mais tu as quand même la même qualité de nourriture. Ceux qui sont allés aux États-Unis, Chipotle, les Five Guys Burger, un bon burger, c'est-à-dire un burger frais, des frites fraîches, mais encore une fois dans un environnement assis.
Ça, c'est en croissance. Ça, c'est aller chercher des parts de marché de McDo, c'est aller chercher des parts de marché de ceux qui étaient dans le milieu casual dining. Puis la même chose est arrivée, ce qu'on appelle le prime casual, c'est-à-dire Bâton Rouge, P.F. Chang, Le Keg, c'est-à-dire des restaurants d'ambiance, mais avec une cuisine meilleure. On mange mieux. Bien, eux autres sont allés chercher les parts de marché en haut, ça a descendu en bas. Fait que donc, les deux secteurs qui sont en croissance en ce moment dans la restauration, c'est ces deux segments-là. Et forcément, vu que l'industrie n'est pas du tout en croissance, bien, les trois autres secteurs souffrent. On a vu des fermetures de restaurants signature à Montréal au cours des dernières années, comme le Latini, des choses que jamais on aurait le pied monté, on n'aurait jamais pensé que ça aurait pu fermer un jour. Ils ont fermé. Donc, nous autres, ce qu'on cherche à faire, qu'on est en train de faire, c'est qu'on veut on va aller se positionner dans le prime casual, mais d'être les seuls dans le sport. Parce qu'on a toujours aimé avoir un positionnement unique. Ça a toujours une valeur quand tu es capable de trouver dans ton bout d'océan quelque chose qui te distingue des autres. Et nous autres, ça a toujours fait notre force, puis on y tient. On ne veut pas être un me-too, on veut être différent, bien qu'on est dans une catégorie. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment d'amener la cage au niveau du prime casual, mais en étant tout seul au niveau du sport. Et ça nous force, nous, à changer nos piliers. La perception a changé, c'est que ça, c'était la perception que les gens avaient de la cage, c'est-à-dire Molson X, les Bucks, l'avion, Sacrifice, c'est loud, sport gang fun. On veut l'amener plus à cette image-là, qui est plus, oui, il y a de la nourriture, oui, il y a de la bière, mais oui, il y a de l'ambiance, mais c'est un peu moins, moi je pourrais dire ça, donc pas loud, là, mais occupé, un peu plus épuré en général. Donc, c'est le geste qu'on veut. On veut amener notre entreprise à se positionner là, parce qu'on ne fait pas ça pour le fun, on ne fait pas ça parce que moi j'aime ça. On fait ça parce qu'on pense que la clientèle de demain, les jeunes, surtout les millennials, ceux qui... moi, j'ai deux gars, 19-22. L'autre fois, je suis allé manger avec eux autres, puis deux de leurs amis, puis je suis le seul qui a pris des frites dans les 5. Ben, tu sais, fait que ça m'a comme frappé. L'autre, il prenait de la salade, l'autre, c'était des brocolis, puis... alors que moi, je prenais des frites. Puis à cet âge-là, je prenais toujours des frites quand j'avais 19-22 ans. Tu sais, donc, les jeunes, ils changent, ils sont très informés. Internet a changé beaucoup notre industrie. Puis je vais faire une parenthèse. Avant, quand on voulait faire un changement de menu, on voulait innover à la cage, je partais avec ma gang, on partait en avion, on allait à Chicago, des places qui sont quand même assez avancées, ou à Vancouver. Là, on faisait le tour des restaurants, on volait des menus. On a nos gros sacs, on ramenait nos menus au Québec. Là, on se mettait à fouiller pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme faux. Après ça, on se mettait à trouver des fournisseurs qui pouvaient nous faire comme on avait vu à Chicago et tout ça. C'était comme ça qu'on faisait des nouveaux menus. Là, maintenant, c'est sur Internet. Tu as le menu de tout le monde, tu cliques, tu as le fournisseur, il va t'envoyer l'échantillon le lendemain. Fait que tout va vite. Puis cette information-là est accessible partout. Puis les jeunes, ils voyagent, ils voient beaucoup de choses, donc ils sont très informés. Fait que c'est important, ce qu'on a, que ça soit vrai et tout ça. Ça, on va être là encore dans les 10 prochaines années. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé nos piliers. Tu sais, je vous avais expliqué, en 2000, on était sport, gang, fun. Tu sais, loud, ça brille, il y a de l'action. Là, on devient bouffe, bière, sport. Et pour ce faire, on a mis la bouffe de l'avant. On demeure une place de bière et le sport demeure, mais la bouffe devient très importante pour nous pour justement ne pas être à la merci tout le temps de tout ce qui se passe en ce moment au niveau du sport. Ça nous a forcé également à changer le nom parce que dans nos études, les gens nous connaissaient de toute façon pour être la cage. Et souvent, quand ils disaient la cage au sport, c'était négatif. C'est-à-dire, j'étais allé à la cage au sport, je n'ai pas bien mangé. J'étais allé à la cage, j'ai eu du fun. Et le mot au sport était un frein, on pense, pour un certain type de clientèle. Et le deuxième volet aussi, c'était un frein parce que dans nos études, on se disait, si on veut aller à l'extérieur du pays ou de la province, avec un mot comme la cage au sport, les gens, c'est-tu un magasin de sport? C'est-tu... Le mot brasserie, pour nous,
était beaucoup plus significatif. Ça signifie qu'on vend de la bière puis qu'il y a de la nourriture. Donc, on s'est créé, nous autres mêmes, une nouvelle catégorie. On s'est dit, on invente la brasserie sportive, un peu comme on était le sports bar, le resto-bar sportif. On était le seul il y a de ça 30 ans. On réinvente une nouvelle catégorie. Et on a changé notre nom tout en gardant quand même nos icônes importantes. C'était quand même un gros get bet. Là. Le monde nous disait, es-tu sûr de ton affaire? J'avais fait des conférences au Club des présidents, au Cercle des présidents. Je suis membre du Cercle des présidents. Puis là-dessus, tu as les présidents de la Banque nationale. Puis quand avant qu'on fasse le lancement, j'avais fait ma présentation. Elle n'était pas aussi étoffée, puis je ne donnais pas autant de détails. Puis le gros qui me challengeait, c'est « Ouais, tu veux changer le nom? » Puis j'étais sorti de là un peu ébranlé, mais avec mon équipe, on continuait de penser qu'il fallait faire ça. On était rendu là. Donc, les étapes, comment tu fais ça, un changement comme ça? Parce que là, c'est vraiment majeur. Les deux fois, parce que c'est comique, ce que je dis là 2013, 2014, 2015, je comparais ça à 98, 99, 2000. Même affaire, 15 ans avant, on a fait la même chose, puis je m'en rends compte après coup. Je n'ai pas pris mon modèle que j'avais fait en 98, mais je me rends compte qu'on a fait les mêmes étapes. La première étape, c'est déterminer le concept physique. Qu'est-ce qu'on veut que la cage ait l'air au niveau physique pour les 10 prochaines années? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi notre nouveau flagship, là, notre nouveau restaurant qui va nous donner le ton sur les changements physiques à Boucherville en 2013, à la fin 2013. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu la chance d'aller voir ça, mais c'est un restaurant qui a beaucoup de succès. On a un écran immense là-dedans. Elle a 50 télés de 50 pouces. On a, je pense, c'est 13 pieds par 37 pieds. Un mur, c'est le plus gros mur au Canada de télévision, avec un décor différent. Puis c'est ce qui nous a inspirés. Puis en fait, je dirais qu'il y a 3 choses qui sont dans nos nouvelles constructions. Premièrement, on essaie de trouver l'endroit pour mettre le plus gros mur de télévision possible, pour redevenir encore la place où ça ne rentre pas dans un sous-sol, un écran de même. On veut être unique, ça fait qu'on n'a pas le choix. Fait qu'on identifie, puis des fois, bien, forcément, comme au Centre Bell, on a des petits plafonds de 12 pieds. On ne peut pas mettre d'écran géant de ce grosseur-là. On n'a pas de plafond. On essaie d'identifier la surface la plus grande pour mettre un écran géant. Le deuxième, le bar doit être au centre, doit être au cœur de l'activité. Le bar de la cage, c'est ce qui fait vivre. Même si tu n'es pas assis au bar, tu es dans la salle à manger, il y a toujours de l'activité, il y a toujours du monde autour. Et la troisième, c'est qu'on a vraiment épuré le décor de façon importante. C'est-à-dire que maintenant, on a des pièces uniques, parce qu'on s'était rendu compte que tout le monde nous copiait, tout le monde mettait des chandails, accrochait ça au mur, des hockey, puis tout ça. Donc, nous autres, on a créé des pièces uniques. On a un genre de... Ce qui a remplacé l'avion, c'est comme une muraille avec des hockey. C'est comme quand on joue au hockey le dimanche, tout le monde met les hockey dans le milieu, mais c'est une grande structure avec plein de bâtons de hockey. Nos rampes, c'est des bâtons de baseball. Fait qu'avec des pièces sportives beaucoup plus épurées, on a commencé avec ça. Après ça, bien, là, tu dis, on va avoir l'air de ça physiquement. Là, maintenant, il faut se doter d'une équipe pour être capable de livrer la nouvelle promesse. Parce que là, maintenant, on dit bouffe, bière, sport. Si je vous rappelle, il y a 15 ans, bouffe n'était pas dans l'équation, puis bouffe est le premier des 3 mots. Fait que c'est évident que j'ai mis, en 2014, à aller me chercher des nouvelles ressources, dont Louis-François Marcotte, qui est venu s'adjoindre à notre équipe à titre de vice-président au niveau de la restauration, qui a amené un très grand engagement de la part des opérateurs et de nos cuisiniers, parce que, pas oublier une chose, moi, j'ai des gens là, qui ont des cages depuis 25 ans, ils avaient acheté ça, c'était un bar, eux autres, qu'ils avaient acheté dans le temps. Ils n'avaient pas acheté un restaurant. Et d'ailleurs, je me rappelle, M. Durst, le fondateur, quand il faisait des plans des cages, il rentrait. Puis là, lui, ce qui était important, le bar va être là, l'avion va être là, les écrans vont être là. Puis à la fin, il disait, là, il faudrait trouver une place, mettre une cuisine. Tu sais, pour lui, la cuisine, c'était comme, là, on va mettre ça là, en arrière. Tu sais, c'était pas important pour lui. Là, tu sais, alors que nous, maintenant, ça devient extrêmement important. L'emplacement de la cuisine, l'organisation, tout ça. Donc, on a changé beaucoup. J'ai vraiment changé mon équipe de direction en 2014 pour être capable de livrer cette nouvelle promesse-là. Puis aligner justement mes opérateurs, mes troupes, parce que mes leaders de chacun des établissements, c'est pas tout le monde, c'est pas... les opérateurs de restaurants, souvent, c'est pas du monde qui sont allés à l'école nécessairement longtemps. C'est pas du monde qui aime le changement tant que ça. C'est du monde d'exécution.
Fait que, tu sais, quand on est arrivé dans les premières fois, puis on dit qu'on parlerait de bouffe, puis qu'on commencerait à faire nos vinaigrettes dans un restaurant, puis qu'on ferait nos sauces nous autres mêmes, puis qu'on s'en allait avec du bœuf frais, puis qu'on s'en allait avec une vraie pomme de terre fraîche. C'était beaucoup pour eux autres, là. Ça faisait 10 ans, 15 ans là, qu'ils étaient habitués, ils prenaient ça, ça arrivait congelé, mettaient ça dans le micro-ondes, ça sortait, puis tout ça. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de travail à faire. Du monde, malheureusement, qu'eux autres, ils trouvaient que c'était trop d'ouvrage à avoir à faire ça. Donc, ça a été quand même un gros travail d'alignement des troupes, de changer un peu les équipes au niveau des établissements. Puis, je dirais qu'à notre grande surprise, au niveau des cuisines comme telles, les cuisiniers étaient contents qu'on change. Ils se sentaient fiers maintenant de leur travail parce qu'ils étaient mis à contribution. Tu sais, Louis-François, l'autre fois, il remarquait qu'avant, quand on rentrait dans les cuisines, les gars avaient la tête dans les airs. Puis là, maintenant, ils sont concentrés à faire des assiettes un peu plus comme il faut. Ils sont penchés, puis ils veulent faire les choses comme il faut. Fait que c'est des bonnes nouvelles. Donc, c'est un changement de culture important. Et finalement, ce qui était le plus important après ça, c'était de le communiquer aux consommateurs. Chose qu'on a fait le 28 septembre, où on a communiqué notre nouvelle image, nouvelle publicité, nouveau logo, nouveau menu. Donc, c'était vraiment quelque chose, là, je dirais, sur 2 ans. Puis quand je vous disais que c'est toujours un combat, ben oui, parce que c'est pas fini le combat, là. Comme je vous ai expliqué, Louis-François s'est joint à nous. Et là, bien, maintenant, on a plus de fraîcheur, plus de goût. On a travaillé beaucoup sur le goût. Petite anecdote, puis quand je dis des fois, il y a des choses qu'on pensait changer, puis tu sais, Louis-François, il n'aimait pas les saucisses qu'on vendait, les petites saucisses. On a des petites saucisses, mais on a tellement fait de publicité là-dessus que c'est dans l'ADN de la cage. Tu ne peux pas sortir ça. Fait que maintenant, on les a enlevés 2 semaines, je pense. On a eu des plaintes, si les employés, les touchaient pas à ça. Le problème de la saucisse, elle avait 34 ingrédients. Lui, il n'était pas confortable qu'on vende ça à un client. Il y avait tout ce qui finit par ap puis it, là, sulfate, nitrate, icite, puis tout ça. Puis peut-être de ça, ou peut-être de ça, ou peut-être de ça, tout ça. Fait que finalement, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a repris la saucisse, puis là, on a une saucisse qui a 10 ingrédients. Puis on sait ce qu'il y a dedans. Il y a du sel, il y a du porc, il y a du... Donc, notre saucisse est plus clean, elle coûte plus cher, mais au moins, on sait ce qu'il y a dedans. C'est toutes des petites choses comme ça qui ont été des défis pour nous. Puis, c'est sûr qu'on a des clients qui venaient de longue date. On a retiré des produits qu'ils aimaient beaucoup. Nos vinaigrettes étaient très goûteuses, mais il y avait beaucoup, beaucoup de sel dedans, beaucoup, beaucoup de sucre dedans. Et on a pris la décision de les faire nous autres mêmes maison. Parce que, bon, on pense qu'au niveau de la santé, puis des pressions, puis tout ça. Donc, ça a été beaucoup d'investissements, beaucoup de batailles, d'explications. Puis aussi, on a mis beaucoup d'accent sur le goût et la saveur. Dans notre campagne publicitaire, en fait, on voulait garder le sport et amener la bouffe. Donc, c'est un peu l'approche, la plateforme est beaucoup... Louis-François, c'est le gars de bouffe. Moi, je suis le gars de sport. Lui, il ne connaît rien dans le sport. Moi, je ne connais rien dans la bouffe. Puis c'est un peu ça qu'on exploite en ce moment. Donc, toutes les fois qu'on parle de bouffe, on veut toujours qu'il y ait du sport avec. C'est-à-dire, vous allez voir dans nos menus, tu vas voir la photo du menu, mais il va y avoir une rondelle de hockey à côté. Il faut toujours, tu sais, avoir quand même cette identification, ce positionnement-là, ce sport qui est important pour nous. Petit tableau là, qui est un peu l'essence des 4 choses qu'il faut exécuter comme il faut chez nous. Il faut s'occuper, en fait, puis ça, on donne ça à nos gestionnaires, c'est un peu la responsabilité de bien s'occuper des employés. Les jeunes sont beaucoup plus informés qu'ils l'étaient, posent beaucoup plus de questions. Moi, je me rappelle quand tu avais un job, tu étais content, tu ne posais aucune question puis tu exécutais. Là, c'est le contraire. Là, il faut que tu répondes. Là, il faut que tu félicites. Il faut que tu corriges. Il faut que tu rencontres. Puis c'est pas tous mes opérateurs qui ont été habitués. Ils n'ont pas appris ça de même, eux autres, là. Fait que ça, nos employés, c'est eux autres qui vont faire la différence à la fin de la journée. Par contre, les jeunes, quand ils sont engagés puis que tu communiques des choses transparentes avec eux, c'est des jeunes qui peuvent t'en donner beaucoup. Au niveau de la nourriture, puis je vais vous donner un peu, dans le fond, oups, excusez, je suis allé un petit peu vite. Au niveau des employés, bien, on veut des employés sympathiques, chaleureux. La cage, tu t'attends à ça, que le staff était le fun. Souvent, même, je disais tout le temps, des fois, il y a eu des mauvaises expériences au niveau de la nourriture.
mais souvent, c'est notre serveur qui a sauvé l'expérience parce que la petite fille était fine, puis ou le petit gars il était bien fin, puis tout ça. Fait que nous autres, c'est très, très important pour nous. Au niveau de la nourriture, bien, on veut travailler sur la qualité, la fraîcheur, la perception, puis la crédibilité. Ça, c'est quelque chose pour nous qui est vraiment au centre de notre stratégie pour briser peut-être à tort ou à raison, des mauvaises perceptions, puis aller chercher des nouveaux clients ou augmenter la fréquence de nos clients. Au niveau de la bière, on s'appelle brasserie sportive maintenant. On est rendu à des endroits, on a de 14, on a jusqu'à 20 sortes de bières en fût dans la cage. Pas plus tard que 5 ans, là, puis on avait la Coors Light, la Heineken, puis la Rickers Red, là, puis là, tu étais correct. Là, tu faisais le tour. Les gens maintenant, puis je soupçonne même que la bière va être un peu comme le vin a été il y a 15 ans. Les gens découvrent, veulent essayer, s'intéressent beaucoup. On voit le phénomène des microbrasseries. Les gens, on le voit, nous autres, depuis qu'on a changé, en fait, puis on a augmenté tout notre réseau de bières, comment que les gens sont prêts à essayer toutes sortes de bières, vivre des expériences et en prennent moins souvent. Moi, je l'ai réalisé aussi quand je vais chez nous, puis je vois des caisses de bière de sortes de couleurs que mes gars ont rentré à la maison. Tu sais, qu'avant, t'étais Molson à l'os, puis rien d'autre qui rentrait que de la Molson ici, puis l'autre, c'était la BAP, puis là, c'est une bière jaune-orange, puis après, on en essayait un autre. Les gens essayent beaucoup. Puis ça a un effet même sur la clientèle plus vieille, puis il y a du monde qui revient à la bière également. Fait que nous, on pense que c'est une opportunité. Et là, ce qu'on est en train de regarder, c'est peut-être même de s'impliquer nous autres mêmes à bâtir une microbrasserie pour brasser notre propre bière québécoise pour compléter le portefeuille de la cage, parce qu'on pense que les gens vont continuer de boire de la Coors Light, les gens vont continuer de boire de la Heineken, mais on s'attend chez nous aussi d'avoir de la bière qui vient de chez nous. Au niveau de l'ambiance, bien, l'ambiance animée, l'écran géant, le bar central est au centre de notre stratégie. Moi, je ne suis pas payé. Rapidement, moi, j'ai eu la chance d'aller, il y en a qui ont la chance de le faire. Disney donne des cours sur l'expérience client, service à la clientèle assez sophistiqués. Puis eux autres, bien, en fait, leur modèle est pas compliqué. En fait, ils veulent que les gens qui travaillent pour eux autres soient des leaders, surtout là, les opérateurs qui motivent les employés. Ça, c'est comme, ça part de là. Parce que forcément, les clients qui vont rentrer chez vous vont être contents. Si ton staff est de bonne humeur, si ton staff exécute bien, puis si tes clients sont contents, ils vont revenir et tu vas faire de l'argent. Ça a l'air niaiseux comme slide, mais c'est plus dur à faire appliquer. Puis là, en ce moment, c'est vraiment ça qu'on travaille beaucoup, à renforcer nos équipes de leaders pour livrer cette nouvelle promesse-là qu'on donne aux clients. Parce que, comme j'ai dit à tout le monde, quand on a changé de positionnement, moi, j'ai une nouvelle job. On a toute une nouvelle job. Moi, je ne fais plus la même affaire que je faisais il y a 2 ans. J'ai changé, moi aussi. Je m'intéresse à des choses que je ne m'intéressais pas il y a 2 ans parce que notre positionnement ne s'intéressait pas à ça. Fait que je pense que c'était un peu à tout le monde. Puis, tu sais, c'est pas des machines qu'on a, c'est du monde. Hein? Puis, j'ai appris beaucoup. Nous, on perçoit des situations d'une façon, mais ce n'est pas tout le monde qui lit ça de la même façon. Des fois, il faut être patient, des fois, il faut répéter. Ce qui était difficile aussi dans tout ce changement-là, c'est que, moi, j'appelais ça ces fuseaux horaires. Nous, moi, je suis tout le temps un petit peu en avant de ma gang, même, de ma gang proche. Moi, je suis là, ma gang est là. Après ça, les opérateurs sont là, puis les clients sont là. On n'est jamais sur le même fuseau horaire. Puis là, ce qu'on essaye de faire, c'est que le client et nous, tout le monde, on est au même fuseau horaire. Parce qu'au début, quand on faisait des changements, les clients disaient « Hey, qu'est-ce que vous faites là? » Puis on savait où on s'en allait, puis ça faisait partie d'une étape. Quand tu décides de changer ta nourriture comme il faut, veux pas, il faut que tu coupes ton menu parce que tu ne peux pas rajouter des étapes puis rajouter des étapes. Et je pense qu'aujourd'hui, si on regarde nos résultats que je vais vous partager, on est très, très, très content. Je vous parle rapidement de lancer notre propre vin, le Cerbère rouge et blanc. Qui est fait là, en Californie, en fait avec des grappes Californie, mais il est embouteillé ici. On est en train de travailler sur notre bière. Au niveau de l'expansion, on a des projets quand même assez intéressants. On va ouvrir 3 gros restaurants dans les 6 prochains mois. Un aux Promenades Saint-Bruno, en fait, non pas dans les Maritimes, mais à l'aéroport Montréal-Trudeau. Et le plus important, on va ouvrir au Complexe des Jardins cet été, juste en face de la place des spectacles, qui va devenir notre nouveau flagship. Et
si on n'avait pas fait tous ces changements-là, on n'aurait jamais été capable d'avoir ce local-là. Jamais le complexe des Jardins aurait voulu avoir une ancienne cage, compte tenu de l'expérience qu'il y a autour. Mais on les a prouvé avec notre nouveau concept. Ils sont venus voir ça à Boucherville avec l'arrivée de Louis-François, que la cage va avoir beaucoup de succès là. Puis on est très, très, très excités par cette opportunité-là. Qu'est-ce que ça a donné? Depuis le 28 septembre, notre repositionnement, tous nos restaurants rénovés sont en hausse d'à peu près 15 puis les non rénovés à peu près 5 En ce moment, il n'y a pas de croissance en ce moment dans la restauration. On dit que vraiment, on a retrouvé certaines parts de marché qu'on a peut-être perdues au fil des ans. Et ce qui est intéressant en ce moment, là, d'ailleurs, j'ai une entrevue tantôt, il n'y a plus de hockey depuis le mois de... Pour moi, il n'y a plus de hockey depuis le mois de janvier. Les gens ont perdu l'intérêt, là, ça a coupé, là, Carey Price est blessé, fin novembre, décembre. Depuis janvier, l'intérêt est... Puis c'est encore pire de semaine en semaine. Et à date, tout le monde s'intéresse pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe chez nous. Je dois dire qu'on résiste. C'est sûr qu'après ça, on se dit, si on avait eu du hockey en plus, on aurait eu vraiment une belle ride. Mais nos restaurants rénovés sont encore en croissance sur l'année passée, malgré le fait que le Canadien est plus présent. Fait que ça, c'est comme des signes encourageants. Puis il y a une autre chose aussi qu'on regarde beaucoup, je n'ai pas amené la slide, c'est aussi la satisfaction du consommateur. C'est-à-dire que nous, on a une plateforme où à peu près chaque mois, il y a 2500 personnes qui viennent s'exprimer sur leur expérience qu'ils ont vécue, puis on mesure la satisfaction de l'ambiance, du service, la nourriture. Et c'est surtout notre grande victoire, c'est que notre nourriture, au niveau de la satisfaction, a vraiment eu un bond, je dirais, depuis 6 mois. Fait que c'est le fun, au moins, quand tu fais quelque chose, que tu aies des résultats. Bien, en fait, je l'ai, en fait, ici, là, je regardais, ça c'était en décembre, mais en fait, c'est encore plus prononcé en mars. C'est au niveau de la satisfaction générale, elle a passé en décembre, à peu près pour le même nombre de clients, à 79 à 86 La qualité de la nourriture, là, on est à 77, on est à 82 points. En ce moment, on est à 85,5 de satisfaction au niveau de la nourriture. Ça monte là, depuis l'année passée. Fait que on regarde l'achalandage, on regarde la satisfaction de la clientèle. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de notre nouveau modèle, le rentabiliser, parce que ça a coûté cher. Tout faire ça, investir dans les cuisines, faire des changements au niveau du branding. Mais c'est une business à long terme. Je pense qu'on a remis sur rail notre marque pour qu'elle passe à travers d'une autre génération. Moi, c'est un peu le défi que je me suis donné. Merci de votre attention. Puis, s'il y a d'autres questions, je vais rester ici. Merci. Merci beaucoup, M. Bédard, pour cette conférence. Je suis convaincue que ça va stimuler l'énergie des entrepreneurs qui veillent en nous. Pas juste les entrepreneurs en restauration, mais tous les entrepreneurs. Votre expérience puis votre savoir-faire seront assurément une source d'inspiration. Merci. En terminant, nous désirons remercier et féliciter Mme Francine Thériault pour l'hommage reçu aujourd'hui. J'aimerais également remercier nos partenaires et collaborateurs, Desjardins, la Ville de Berthierville, Fleet Informatique, IGA Croisetière, F-Thériault Incorporé, la SADC d'Autré-Joliette, Lucier d'Alparizo, Groupe EBI, l'Action d'Autré, Salut Sava Média, Élisabeth Gagnon, photographe, Pascal Charland, CPA. Et pour leur collaboration ce midi, Technicom, CTRB et le Désin Berthierville. N'oubliez pas notre prochain rendez-vous mercredi le 13 avril, le souper expert entrepreneur avec M. René Sylvestre, M. Jean-Claude Payet, M. Jocelyn Désy ainsi que M. Vincent Benny. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonjour, ici Daniel Yvon. Je suis ici à la conférence de la Chambre de commerce de Berthier-d'Autré. Et cet midi, la Chambre de commerce accueillait M. Bédard, qui est le président-directeur général de la Cage au Sport. On peut dire encore Cage au Sport ou brasserie... Sport Saint de la Cage Brasserie Sportive, c'est ça. Et un petit peu, si on fait le résumé de votre conférence, qu'est-ce que j'ai retenu, moi, dans mon cas, c'est que vous êtes un gars de challenge et vous aimez les défis et vous êtes
comment je peux dire ça, un joueur. Un petit peu un René Angélil, on pourrait dire. Non, mais en fait, c'est pas vraiment un jeu, mais c'est parce que je pense que quand tu es en affaires, puis la cage existe depuis 32 ans, il faut pas que tu hésites à te renouveler, il faut pas que tu hésites à sortir des sentiers battus. Puis c'est un peu l'exercice qu'on a fait au cours des 2 dernières années, c'est de remettre en question tout ce qu'on faisait, parce que forcément, il y a beaucoup de forces externes qui ont un impact sur ce que tu fais. Les champs changent, la façon que les gens consomment change. Puis moi, j'aime ça, challenger ça, puis j'aime ça participer à ce genre d'exercice-là. Mais c'est quand même un goût du risque, parce que c'est un gros risque de dire on recommence, là. Ah oui, absolument. Écoutez, c'est toujours risqué quand tu touches à une marque comme La Cage et que tu décides même d'aller jusqu'à changer une partie de son nom et de son logo. Par contre, ça a été fait, je pense, on a quand même pas mal d'expérience là-dedans. J'ai une bonne équipe qui m'entoure et on a fait nos devoirs pour comprendre un peu ce que maintenant le client d'aujourd'hui et le client de demain va vouloir. Puis à date, on est très, très satisfait de ce qu'on a fait. Et la question qui tue, je dirais, où vous voyez dans 10 ans? Recommencer? Je pense que ça sera jamais fini, effectivement. Idéalement, ce serait le fun qu'on ne soit pas obligé de faire ça, mais je pense qu'encore une fois, à cause que les clients vont continuer de changer, il y a une nouvelle génération qui va nous arriver avec des goûts différents, une façon de consommer différente, va nous amener à changer. Je pense qu'on est dans un cycle où tout va vite et pour les entreprises, c'est très exigeant parce que justement, qu'est-ce qui était correct hier l'est peut-être plus aujourd'hui. Et j'ai comme l'impression que je vais continuer là-dedans. Encore à la même place parce que j'adore ça. C'est un métier qui me passionne. Moi, je suis un homme d'affaires qui aime le sport, donc d'être capable de combiner les deux par mon entreprise. Mais on va, dans 10 ans, effectivement, continuer de bouger, d'après moi. Et dernière question, on a parlé du menu, on en a reparlé un petit peu hors d'onde ensemble. Je pense que maintenant, ça se résume par simplicité et produits frais. C'est ça qu'on dit? Oui, absolument, parce que les gens, premièrement, ils veulent savoir ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'il y a dedans. Ils sont très intéressés par la nourriture. Ils savent cuisiner et ils n'aiment pas nécessairement les choses trop compliquées. Fait que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de plus en plus des produits de qualité, où ce qu'on est capable de dire aux clients qu'est-ce qu'il y a dedans, comment ça a été fait, et sans que ça soit trop complexe non plus, autant la provenance des aliments que la façon qu'on le vend. Les gens veulent savoir comment ça coûte, puis qu'est-ce que j'ai, puis c'est ce qu'on essaie de faire. Bien, je vous remercie beaucoup de nous avoir fait une courte entrevue et on va présenter à CTRB votre conférence. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.